Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez fait les choses en grand à l'École normale supérieure. C'est merveilleux. Techniquement, je crois que c'est parfait. S'il y a un problème, manifestez-vous, hein, si vous nous entendez mal. Ils sont très nombreux et je Tu as crois l'air très surprise qu'on ait fait talentueux. les choses bien, mais Non. Est-ce que tu veux qu'on se tutoie du coup? oh, bah, spontanément, c'est vrai que pour une fois, peut-être. Bon, je n'ai pas à vous le présenter. Frédéric Worms est un philosophe qui a une œuvre propre et notamment, mais pas seulement, qui est un grand spécialiste de l'œuvre de Henri Bergson, hein, dont nous allons un peu parler. Mais par ailleurs, c'est le directeur de l'École normale supérieure, ce qui est un grand travail, beaucoup d'énergie justement. Et je crois que cet entretien devrait permettre de mieux vous connaître, de mieux te Non, connaître. non, J'ai l'habitude du vous. On va faire le vous c'est quand bien. même. Ouais. Je préfère dans ces situations. Alors voilà, je voudrais vous dire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Euh, Je m'attendais à pas Quand du j'ai tout. été élève dans cette école, c'était dans les années 1990, Frédéric Worms était déjà là. Il était agrégé répétiteur, je ne sais pas si on dit encore comme ça aujourd'hui. Et il faisait des cours au département de philosophie, juste là-bas. Des cours sur tout, des cours très précis. Moi, je me souviens à l'agrégation, il y avait le thème de la mesure et vous avez fait un cours sur la mesure. Vous n'étiez pas tellement plus âgé que nous et nous étions très impressionnés. Frédéric Worms faisait partie de ces gens, ces jeunes philosophes dont on se disait mais vers quoi il va aller ensuite? Vers quel auteur? Vers quelle question? C'était important pour nous. Et j'ai découvert donc quelques années après, parce que je ne connaissais pas très bien personnellement Frédéric, que ça a été Bergson. Et j'étais un peu étonnée. Je ne crois pas il y avait pas tellement de gens qui travaillaient sur Bergson à ce moment-là. Et toute seule, j'ai cherché des réponses. Je me suis dit, mais pourquoi Bergson Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je suis tombée sur un livre que vous avez écrit avec Philippe Soulez sur la vie de Bergson. Peut-être vous pourriez raconter. Philippe Soulez est mort pendant qu'il écrivait ce livre. Je crois que vous l'avez repris. Et je me suis dit, il y a quelque chose autour de la vie de Bergson, pas seulement de l'œuvre de Bergson qui s'est jouée. J'ai eu cette intuition et je voudrais savoir si elle est juste. Merci Géraldine, je suis vraiment très, très ému par cette entrée en matière parce que je ne m'attendais pas du tout. J'étais déjà un peu réticent à l'idée d'intervenir moi-même dans cette nuit. Quand on m'a dit ce sera sur la grande scène, j'ai dit surtout pas, c'est un mélange des genres. Et maintenant que ça devient plus personnel, j'ai envie de repartir Mais eux, ils dans sont un bureau. contents, je crois, vraiment. Mais merci de la question, c'est vrai que ça me touche beaucoup. En fait, oui, il y a un lien avec la vie de Bergson. Quand j'ai dû choisir un sujet de thèse, d'abord, il y a des hasards liés à la scolarité. Bergson a été au programme de l'agrégation l'année où je l'ai passé. Et personne ne travaillait sur Bergson, effectivement. À tel point qu'on n'avait pas de cours et que les auteurs restaient au programme 2 ans à cette époque-là. Et dès l'année d'après, l'année où j'étais candidat, j'ai préparé les candidats d'après, dans la foulée. Tellement, je pense que on m'avait déjà, enfin, j'avais dû avoir une rencontre qui avait frappé d'autres que moi. Et la vie de Bergson, ça a été d'abord pour moi, effectivement, dans une époque qui était très, très, très histoire de la philosophie. Je pense que c'était ma génération, il y en a quelques-uns qui sont là. Aujourd'hui, on va directement vers les questions vitales, comme dit Bergson lui-même. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais fait une thèse sur la bioéthique ou sur la philosophie du vivant de manière directe. Et à l'époque, on avait ce tropisme historien de la philosophie. Et j'avais fait une maîtrise sur Leibniz avec Michel Serres. Et je ne me voyais pas être si loin du XXe siècle, si loin des questions brûlantes. Ce n'était pas tellement la question de la vie, effectivement, comme, comme problème. C'était en effet le lien avec le XXe siècle et avec tout ce que représentait Bergson, que je sentais confusément, y compris dans le mépris dont il faisait l'objet, en fait. Ça me semblait être une énigme, alors qu'il avait irrigué tant de philosophes très importants pour moi, Deleuze, Merleau-Ponty, Jankélévitch. Et puis qu'évidemment, il y a sa vie. Il a vécu, je le disais à un moment dans la biographie, justement, 41 ans dans chaque siècle. Et pourtant, j'ai refoulé la vie de Bergson comme objet de réflexion. J'ai fait une thèse très théorique, etc., très marquée par l'époque de plein de façons, et où je disais, voilà, la vie de Bergson ne nous intéresse pas.
J'étais encore assez marqué par des phrases comme celle oraculaire de Heidegger, dont j'ai tout refusé ensuite, y compris ça, mais Heidegger avait dit tout ce qu'on sait d'Aristote, c'est qu'il est né, il a pensé et il est mort. Et c'était ça la vie de Heidegger, pas justement de Aristote, et peut-être que Heidegger voulait se protéger, etc. Et puis, le jour où j'ai rendu cette thèse où je ne voulais pas parler de la vie de Bergson, j'ai eu un coup de fil d'un ami, Denis Combouchner, je peux le citer, qui m'a dit, écoute, il y a un de mes meilleurs amis qui vient de mourir alors qu'il écrivait une biographie de Bergson, il est mort dans un accident de voiture, et il faut qu'on trouve quelqu'un pour finir la biographie de Bergson. Et ils m'ont demandé de le faire et j'ai accepté. Du coup, c'est pas vraiment un livre que j'ai écrit avec Philippe Soulez. J'ai pris le relais de Philippe Soulez. Il avait écrit 9 chapitres entièrement et j'ai repris à partir de 1918 jusqu'à la mort en 1941. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas pu me dérober, même si je pense que c'est encore une biographie où il y a plus de choses dans les notes à la fin du livre que dans le texte. J'étais encore peut-être un peu, voilà, peut-être qu'il me fallait encore beaucoup de travail pour accéder aux vraies questions posées par la vie de Bergson, y compris, commençons par la fin, sa mort en 1941 sous Vichy, alors qu'il est prix Nobel, Grand Croix de la Légion d'honneur, académicien, professeur au Collège de France. Et il pose un problème à Vichy parce qu'il est juif. Et donc Vichy lui propose d'être arien d'honneur. Ce qu'ils ont proposé à quelques juifs, voilà, rien d'honneur pour éviter je sais pas quoi. Et Bergson a refusé, même si on est sûr qu'il a refusé, il y a beaucoup de témoignages, mais j'ai jamais trouvé le document. Et il est mort en prenant... Alors il y a plusieurs légendes, on dit qu'il est mort d'un coup de froid qu'il aurait attrapé en allant chercher son étoile jaune. Alors qu'être nommé à rien d'honneur le dispensait d'étoile jaune. Mais il serait allé la chercher et il est mort de ça. Mais c'est vrai que écrire la deuxième partie de la vie de Bergson m'a obligé à me confronter encore très pudiquement. J'ai un ami qui m'a proposé d'écrire une deuxième biographie de Bergson, j'ai refusé, mais je pense que si je le refaisais, je le ferais plus frontalement maintenant. Donc il y a aussi beaucoup de questions compromettantes. Il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale d'une manière très nationaliste. Ensuite, il a écrit ce livre qui est devenu progressivement pour moi le plus grand de ses livres, en 1932. Les deux sources de la morale et de la religion, mais qui est arrivé trop tard, avec plein de faux problèmes sur sa conversion, et alors que c'est un livre de philosophie morale et politique, que j'ai mis très longtemps à rejoindre, hein, comme toute ma génération. Parce que même Deleuze, par exemple, mais ça je raconte ça souvent, hein, je ne veux pas radoter, mais Deleuze qui a écrit un livre où il dit que l'intuition de Bergson est une méthode, ce qui était déjà une façon de lutter contre des préjugés, qui est une méthode de distinction. Il dit l'intuition, c'est la distinction. C'est pas du tout une empathie fusionnelle, c'est la distinction radicale de durée et espace. Le seul livre de Bergson qui porte une distinction dans son titre, les deux sources, il n'en dit pas un mot. Donc il y a beaucoup de refoulés à rattraper, des refoulés personnels, des refoulés collectifs, des refoulés historiques. La figure de Bergson aurait pu avoir quelqu'un aurait pu écrire un livre comme le livre de Glucksmann qui s'appelle Descartes, c'est la France. Bergson, c'était la France de la Troisième République, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de Pétain à De Gaulle, de Jankélévitch à Jacques Chevalier, d'un ministre de Vichy à des résistants, voire à des déportés. C'est une figure qui est entrée dans la légende, en un sens. Alors, Bergson, si sa vie a compté pour vous, c'est aussi que c'est la vie d'un corps. Nous sommes des corps avant d'être des cerveaux. D'ailleurs, qui peut penser que le cerveau n'est pas dans le corps? Et tout ce que nous produisons vient de cette énergie organique qui a une part de mystère. D'où ça vient qu'il y ait de la vie. Et je me suis dit aussi, donc, pardon. Hein, non, je m'y attendais absolument pas. J'ai pensé à un moment, puisque maintenant vous êtes directeur de cette école et vous avez eu envie qu'il y ait une nuit de l'énergie, un sujet qui vous est cher. Hein. Il était déjà là, d'une certaine façon, dans vos premiers travaux sur Bergson. Je me suis dit, au fond, c'est vrai qu'il y a peu de philosophes qui traitent frontalement cette question. Il y a bien des choses sur le corps ou sur la chair. Je pense par exemple à ce qu'on appelle en philosophie la tradition phénoménologique, avec laquelle il y a quelques intersections d'ailleurs, on peut dire, Bergson. Je pense à Husserl, philosophe allemand. Voilà, il parle du corps d'autrui, du Leib. Alors il y a Körper, il y a Leib en allemand pour la chair. Cette vie qui fait que dans l'interaction,
nous pouvons penser le point de vue de l'autre sur soi-même. Il y a un appariement, dit Husserl. On sent que nous sommes la même sorte de choses, c'est-à-dire des êtres humains, et en même temps nous sentons notre altérité. Nous nous reconnaissons et nous sentons la différence. C'est la vie humaine, ça, qui est décrite. Mais c'est vrai que Bergson a une manière de prendre le problème frontalement. Ce n'est pas la position des corps dans l'espace, etc. C'est vraiment la vie, aussi bien celle de l'amibe que celle de Frédéric Worms. Est-ce que c'était ça l'enjeu? Est-ce que pour les gens qui aiment le concept comme vous, ce n'était pas le défi suprême? Alors, peut-être pas au départ, mais maintenant, oui. Mais d'une façon qui... Alors là aussi, je pense que c'est historique. Au départ, non, je pense que c'était d'autres questions que j'aurais du mal d'ailleurs à retrouver peut-être. Mais sur l'énergie, progressivement, moi je pense qu'effectivement... en fait, il y a deux philosophies de l'énergie. Il y a des philosophies de l'énergie mécanique, comme quantité de mouvement ou échange d'énergie, disons, entre des corps inertes. Alors, est-ce que ça peut être inerte jusqu'au bout? C'est une vraie question. Mais en tout cas, oui, ça se modélise. Voilà, les scientifiques étaient là, se reviendront sur cette scène. Ça se calcule, l'énergie. Leibniz a donné une définition mathématique. Et donc, dans cette vision de l'énergie, les corps vivants sont des corps comme les autres. Alors, voilà, si le soleil me frappe, je vais recevoir de l'énergie, je vais en dépenser. Pour vivre, je vais avoir besoin de manger, de boire, de ne pas mourir. Pour agir, je vais avoir besoin d'une certaine quantité d'énergie. Ça, c'est une certaine philosophie de l'énergie. Et puis, il y a des philosophes de l'énergie qui pensent que l'énergie, il y a au moins, pas forcément seulement, mais au moins dans certains corps et dans certains êtres, une source autonome d'énergie. Une source, l'énergie étant une capacité de mouvement, est-ce qu'il y a une source dans certains corps autonome d'énergie qui fait que la quantité d'énergie peut changer aussi en fonction de l'action de ce sujet, disons, pour dire le vrai mot. Et Bergson pense effectivement que les corps vivants sont des sources autonomes d'énergie. Ça se traduit par le fait qu'ils rendent plus de mouvements qu'ils n'en ont reçu, ou moins. Mais en tout cas, ce n'est pas neutre. Quand je reçois du mouvement de l'extérieur, ce que je rends n'est pas mécaniquement calculable pour lui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait le nœud? C'est effectivement la question du temps chez lui, la question de la création, la preuve que nous ne sommes pas entièrement réductibles à des calculs d'énergie extérieure, c'est que je rends les choses un peu différemment que je les ai reçues, j'y imprime ma marque, j'y imprime ma singularité. Alors après, cette question du vivant comme source d'énergie, est-ce qu'elle est réductible au corps individuel? Est-ce qu'il y a dans la vie en général une capacité de ce genre? Est-ce que dans l'univers, on peut penser l'univers comme un grand vivant et non pas comme un ensemble de corps séparés qui échangent des quantités extérieures d'énergie? Lui, il va assez loin dans cette direction. Moi, en tout cas, je pense que ce qui m'importe maintenant, c'est de comprendre effectivement comment les vivants ne sont pas seulement des réceptacles de mouvements extérieurs, mais ont des mouvements spontanés, d'ailleurs de recherche d'énergie et d'éviter la perte d'énergie, qui quand même signifie l'entropie et la mort. Donc il y a quand même, voilà, est-ce que nous sommes des acteurs de notre énergie? Et des créateurs. Et des créateurs d'énergie. Et en donner aux autres, d'ailleurs, aussi, en transmettre. En transmettre. Et puis surtout, vous voyez, par exemple, je ne sais pas comment les uns les autres vous vivez notre vieillissement, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, ça commence très tôt. Hein. Mais parfois, on a l'impression qu'on est plus énergique à certains et âges. Même avant. Oui, même avant, voilà, qu'on est étrangement plus énergique à un âge plus avancé. Certaines années, on s'est senti énergique, on a eu l'impression d'être créatif, peut-être d'avoir atteint un point dans son évolution où des choses pèsent moins sur nous, d'avoir réglé certains problèmes, ou d'avoir... Tout ça existe, parfois plus que quand on était plus jeune. Est-ce que cette énergie, nous la créons, ou bien elle était là, mais elle ne parvenait pas à s'exprimer? Qu'est-ce que Bergson en dirait, lui qui parlait d'évolution créatrice, mais est-ce que l'énergie était est-ce que nous sommes créateurs d'énergie ou seulement réceptacles? Et surtout, qu'est-ce qu'en pense Frédéric Worms? Alors, d'abord pour Bergson, je pense qu'effectivement, en fait, il y a
la situation est compliquée parce que nous sommes d'abord menacés par la dépense d'énergie. Vivre consiste à dépenser de l'énergie, comme d'ailleurs pour les corps physiques. Il y a du travail, il y a de la perte, il y a de l'entropie. Et donc nous devons d'abord compenser les pertes d'énergie, c'est le besoin, c'est l'espace, c'est éviter la mort, éviter la déperdition d'énergie. Le petit nourrisson, en effet, il est soumis au froid, il est soumis tout de suite à un stress énergétique, on pourrait dire, à la naissance. Il y a un stress énergétique majeur, il faut qu'on nous réchauffe, il faut qu'on nous nourrisse. Et du coup, il y a une question qui est que même si Bergson définit la vie par la création, la capacité à créer de l'énergie, en fait, c'est pas si facile de rejoindre cet acte créateur qui est potentiellement là, mais dont on peut être privé toute sa vie. D'ailleurs, il est beaucoup plus négatif qu'on ne croit, Bergson. Dès son premier livre, il dit qu'il y a des êtres qui vivent et qui meurent sans avoir connu la liberté. Jankélévitch a beaucoup insisté là-dessus. La liberté suppose un effort. Et le grand mot de Bergson, qu'il reprend à Mène de Biran, c'est que l'expérience de l'énergie créatrice, c'est toujours dans l'effort. C'est pas dans un sentiment magique, mystique en un sens abstrait, où je dis, wow, c'est pas les pilules du docteur Pink. Il y a un grand texte de Simone Weil, la philosophe, dans l'Enracinement, où elle critique la mystique bergsonienne en croyant que pour lui, la mystique, c'était les pilules du docteur Pink. Parce que les grands mystiques, il les décrit comme des êtres, en effet, doués d'une énergie incroyable qui leur permet de dépasser les limites de l'humanité. Et il a créé cette énergie, d'après lui? Pas vraiment. En tout cas, il ne crée pas de l'énergie, c'est pas le problème. En fait, c'est depuis le fait, par exemple, quelqu'un qui s'oppose à la guerre contre son pays, en disant c'est très bien, je sais, vous êtes en danger, etc., mais il faut résister à cette tentation de la clôture. Ça suppose, c'est par cet acte qu'il nous prouve qu'il a eu une énergie extraordinaire. Mais cet acte peut être extrêmement simple. C'est des gens, il dit, les grands hommes de bien sont des gens très simples, et même leur effort est même inapparent. Il dit même, ils n'ont pas à exhorter, leur existence est un appel. Simplement pour nous, qui en sommes incapables, nous sommes incapables de nous dresser et de dire tout simplement, voilà, arrêtez ça. Ou ne faites pas ça, ou bien, voilà, il dit les paroles de l'Évangile, qui sont pour lui un modèle, mais il y a aussi, dans chaque religion, il y a des grands hommes de bien qui ont surgi, dans chaque société. C'est extrêmement simple, mais pour nous, ça nous semble tellement surhumain presque, de s'opposer à la société close, que nous savons qu'il y a une énergie extraordinaire derrière. Et lui, dans son livre, il dit, voilà, en fait, ils ont brisé les limites de l'humanité, ils sont passés par la nuit obscure des mystiques, leur corps a tremblé comme une machine, comme il compare ça à une locomotive à vapeur, alors que c'est la parole très simple du mystique, ou même l'absence de parole juste... voilà, on peut imaginer. Mais est-ce qu'ils ont plus d'énergie que les autres? On ne le sait pas, mais on le déduit de leurs actes. On le déduit. Si Shakespeare a écrit Hamlet, on sait qu'il y a eu un effort inouï. Si Einstein a découvert... on le sait, nous, parce que par différence. Et on sait que c'est dans l'expérience, en fait, c'est dans la création a posteriori. Dans l'acte, comme diraient les Grecs anciens, nous avons peut-être tous une puissance d'énergie que nous ne pouvons pas actualiser. Là, c'est vraiment du Aristote. La question se pose. C'est un grand penseur de l'énergie. Et certains vous disent c'est par l'acte qu'on voit si on avait de l'énergie. Mais en tout cas, on se fait parfois une image de Bergson en croyant qu'il y a chez lui une sorte d'intuition de la durée en acte, de l'élan vital, de l'énergie, comme s'il y avait une sorte de... Encore une fois, les pilules du Dr Pink. Simone Weil s'en est moquée très très violemment. Et en fait, c'est totalement une erreur. On ne peut déduire de l'énergie. D'abord, on ne fait l'expérience de l'énergie que contre son contraire. Donc, dans l'effort, il reprend à Mène de Biran l'expérience de l'effort. Et je n'ai l'expérience de l'énergie que face à une résistance. J'éprouve qu'il y a ma force vitale s'il y a quelque chose qui y résiste. Et la lâcheté morale, par exemple, qu'est-ce que c'est pour Bergson? Est-ce que c'est une faiblesse de la volonté? Oui, qu'est-ce que c'est pour Bergson? C'est la pente naturelle. C'est effectivement, en effet, il oppose l'effort et la pente naturelle. Comme on dit, effectivement, la lâcheté, c'est de lâcher prise. Pour lui, le bien demande un effort. En fait, il pense tellement le négatif, la contrainte vitale, qu'il dit, il ne faut pas s'étonner que les hommes soient toujours... Enfin, il ne faut pas s'étonner que les hommes ne soient pas toujours des héros. Il faut s'étonner que même il y ait des héros possibles. Il ne faut pas s'étonner que nous soyons libres. Il faut s'étonner que nous le soyons si peu, si rarement, si difficilement. La liberté est extrêmement rare. La liberté suppose de rompre avec des causalités. Chez lui, la liberté qu'on a parfois confondue avec une impulsion, une force qui nous traverse mécaniquement, là aussi, parce qu'il décrit ça, c'est le fruit mûr qui tombe de l'arbre.
Donc ça, c'est une métaphore qu'il a complètement, qui a sa justification à cause du temps, la maturation, mais en même temps, pour lui, la liberté, c'est extrêmement rare parce qu'il faut rompre avec toutes les raisons extérieures d'un acte. C'est l'hésitation temporelle qui fait est-ce que je vais faire ci à cause de ça, mais c'est encore extérieur, donc peut-être j'ai envie de faire ça. Et je veux faire ci, je vais plutôt faire ça. Et en fait, c'est pas ci et c'est pas ça. C'est le fait de traverser ci et ça avec un effort temporel qui fait que la décision, tout à coup, est la mienne et qu'elle ne tombe pas de moi passivement, mais qu'elle m'a demandé un effort inouï, une décision profonde. C'est un acte grave. C'est troublant parce que dans l'histoire de la philosophie morale, il y a quand même beaucoup de penseurs, et le premier d'entre eux, c'est Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, qui disait la volonté morale, elle existe en nous, mais il faut lutter contre des choses qui sont, hélas, naturelles, le désir égoïste de son intérêt immédiat. C'est ça les obstacles. Le naturel est l'obstacle, et il le dit clairement, la volonté morale, la vraie liberté supranaturelle. Chez Bergson, c'est tout le contraire. On a l'impression que c'est en nous reconnectant à quelque chose de naturel, à une énergie naturelle, que plein de choses un peu artificielles viennent amoindrir. C'est en retrouvant une source d'énergie naturelle qu'on perd la lâcheté. C'est vrai, mais c'est vrai avec une dualité dans la nature elle-même. Ah. Donc c'est vrai que le dualisme n'est pas un dualisme entre le naturel et le surnaturel, l'empirique, le pathologique chez Kant, la sensibilité et la liberté rationnelle qui témoigne d'une autre dimension de notre être. Mais il y a quand même une dualité, la nature est divisée en deux. Il dit même, il reprend la distinction de Spinoza, la nature naturante et la nature naturée. Il y a en nous une pente qui d'ailleurs tient à notre condition d'être physique dans un monde où l'énergie se perd, se dissipe, se volatilise, y compris notre énergie spirituelle et morale. Et notre activité. Et donc, en effet, nous sommes coupés en deux. Mais pas cette coupure est non transcendante. Il y a une partie de nous qui pense à nos besoins égoïstes, et s'il y en a un autre d'entre nous qui souffre, voilà, avant d'aller lui donner une gourde d'eau, pour reprendre un exemple de Vie et destin de Vassili Grossman, où une soviétique vient donner un peu d'eau à un soldat nazi. Enfin, elle dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne devrais pas, mais je le fais, la petite bonté. Ça, c'est une chose qui était effectivement troublante. Il y a une nature qui nous dit de ne pas le faire. Pense à toi d'abord, fais pas des choses dangereuses. Et puis il y a quelque chose dans la nature, et pas dans la volonté libre, quelque chose dans la nature qui nous dit de sortir de notre petit égoïsme naturel. Oui, mais c'est pas quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de très puissant et de très violent qui nous empêche en effet d'avoir une bonté universelle et immédiate pour tous les autres et pour toutes les autres. Et cette condition, c'est la finitude des êtres humains, de l'élan vital aussi, de la vie en général. C'est lié à la condition de la vie sur cette planète réfractaire, sur cette planète où l'énergie se dissipe. Et du coup, effectivement, en raison de cette condition, les humains sont bons, gentils, reposent sur l'amour, altruistes, mais seulement avec les leurs, avec ceux qui font partie de leur monde clos, parce que cette condition vitale est en effet terrible, et la finitude devient une clôture morale. Et du coup, c'est tellement vrai chez Bergson que pour être bon envers un être qu'on ne connaît pas, qui n'est pas des vôtres, pour être bon avec l'étranger, pour être bon avec en effet la personne souffrante en général, il faut, selon Bergson, dépasser la condition humaine. Moi, le point où je le quitte, c'est que je pense qu'en fait, on fait l'expérience non seulement du bien, mais du mal, y compris dans l'entre-nous. Le point où je le quitte, c'est le point où il me semble que la source véritable de la bonté, c'est quand même l'épreuve du négatif, y compris dans la clôture. Là où il est trop radical, c'est de penser qu'il y a le clos et l'ouvert, que dans le clos, tout va bien, mais en fait, c'est pas vrai. Dans une société close, il y a de la guerre, il y a de la haine, même dans des familles, même dans un sujet isolé. Et donc, en fait, l'opposition de l'amour et de la haine, elle traverse, à mon avis, y compris le clos. Et c'est ce qui fait que nous pouvons accéder à l'ouverture grâce à l'attachement individuel, grâce à l'amour d'une mère, comme chez Vassili Grossman, justement. Vassili Grossman, c'est justement l'attachement intime avec sa fragilité
qui nous ouvre à tous les autres. Pour Bergson, non, l'attachement intime, c'est une clôture sociale, et c'est la guerre avec les autres. Il est beaucoup plus pessimiste. Alors ça, c'est une autre intuition. C'est un autre pessimisme, disons. D'ailleurs, bon, voilà, je vous ai invité à France Culture pour parler de l'énergie vitale chez Bergson, et on a eu une petite discussion sur le négatif, n'est-ce pas, chez Bergson. Et après, j'ai eu encore une autre intuition sur vous, mais peut-être que je me trompe, hein. Je me suis dit, au fond, Frédéric Worms, la question du mal est très importante pour lui. Je me sens un peu touchée parce que moi, franchement, si j'ai fait de la philo, voilà, c'est le seul moment personnel, c'est pas moi qui suis interviewée, c'est à cause de la question du mal et la question du négatif. Je pense que c'est ça qui m'a fait faire de la philo, et je suis allée voir évidemment des auteurs qui pensaient ça prioritairement. Adorno, dialectique négative, le deuxième Freud, la destructivité, la pulsion noire, des choses, ça m'intéresse. Et je me suis dit, mais au fond, vous avez quelque chose de cet ordre, mais justement, vous voulez vous allez chercher une pensée qui considère qu'il y a un principe de vie qui dépasse la mort, qu'il y a quelque chose qui dépasse le négatif. C'est-à-dire que c'est très important, j'ai l'impression, pour vous, non pas de nier le négatif et la destructivité, vous ne cessez de dire, plein de gens disent, mais Bergson, il n'a pas pensé le négatif. Frédéric Worms, il vous dit, mais si, c'est très important le négatif chez Bergson, il vient de nous le redire. Mais c'est comme si votre geste philosophique, c'était justement, il faut penser ce qui va au-delà du négatif. Je ne sais pas si ça va au-delà, mais pour moi en tout cas, et c'est pas seulement vrai chez Bergson, j'ai aussi au moins deux autres traditions d'auteurs qui ont pensé comme ça. Il ne peut pas y avoir le mal s'il n'y a pas le bien. Il n'y a d'expérience du mal qu'en nous révélant aussi un bien que ce mal vient briser. Et sinon, d'ailleurs, on s'exposerait à l'idée que bon, le mal, c'est très difficile à prouver métaphysiquement, le mal. Après tout, voilà, une pierre qui tombe sur vous, même si c'est qu'un humain qui l'a tombée, ça peut s'expliquer causalement. Les grands nécessitaristes, qui ne sont pas forcément des adversaires du mal, mais quand même, chez Spinoza, on explique les passions humaines comme les triangles par les mathématiques, et la haine de celui qui vous assassine, elle s'explique mathématiquement, avec des petits détours, hein, qui sont quand même les 5 livres de l'éthique, et c'est cette compréhension de cette nécessité de ces actions qui dissipe au fond le sentiment du mal et le sentiment de la tristesse, et donc on se libère du mal en libérant l'humanité du problème du mal. Moi je crois que le problème du mal est en effet inéliminable, mais justement parce que en fait, il vient révéler une polarité dans quelque chose qui est aussi susceptible du bien. Si on a le sentiment irrépressible du mal, de la faute, comme dit Naber dans un livre qui m'a beaucoup marqué à cause d'un enseignant qui m'a beaucoup marqué, les éléments pour une éthique, ou même l'essai sur le mal de Naber, hein, qui est très important pour des gens comme Ricoeur et d'autres. Dans l'essai sur le mal, il explique très bien le mal est en effet un sentiment peut-être vital, ça, eux ne diraient pas ça, mais moi je le dirais. Un sentiment vital qui n'est pensable que comme sentiment, éprouvé par quelqu'un qui a donc aussi l'expérience du bien, ou qui peut donc l'avoir. Et il n'y a donc d'expérience du mal que comme méchanceté. D'abord, c'est la première expérience du mal. Paradoxalement, c'est la méchanceté. C'est toujours celle qu'on pense en dernier. Il y a des gens qui vont expliquer le mal, je ne sais pas quoi, plein de choses. Mais en fait, comme Jean Kelevitch le dit aussi, c'est le petit mot de méchanceté. Oui, comme il y a la petite bonté, il y a la petite méchanceté, exactement. Et si on éprouve la méchanceté, c'est parce qu'on attend de la bonté. Et est-ce qu'on peut penser tout ça avec Bergson? Est-ce que vraiment, quand on est préoccupé comme vous par le mal, on ne va pas rentrer dans une définition, c'est très très complexe, mais on voit ce qu'on veut dire, de la petite méchanceté à l'action génocidaire, disons, pour avoir une échelle monstrueuse de ce que les humains peuvent faire, parce que la petite méchanceté peut être vraiment sale, hein, aussi, dans son genre. Non, mais dans la plus petite insulte, il y a le plus grand crime déjà. Voilà, donc quand on pense ça, aller chercher Bergson, aller passer sa vie autour de cet auteur, aller penser le vivant, c'est pas rien, Frédéric Worms. Il y a beaucoup de gens préoccupés par ces questions qui ne vont pas du tout dans cette direction. C'est vrai. Et peut-être que, d'ailleurs, au départ, je ne le savais pas, et il m'a fallu passer par Freud, y compris en pratique, hein, d'une certaine façon, pour accéder à cette question, y compris chez Bergson. Mais elle y est. Il se trouve que je publie dans 15 jours un recueil de 30 ans de travaux sur Bergson, parce qu'effectivement, c'est une longue histoire
qui remonte au moment où je faisais cours ici pour la première fois. Et j'ai ouvert ce recueil par l'article que j'ai fait sur le mal chez Bergson, dont le titre était Faux problème ou terrible réalité, parce qu'il y a les deux thèses chez Bergson. Il y a le mal comme faux problème, qui est les humains se demandant pourquoi il y a le mal sur la Terre. Et donc ça c'est inévitable. C'est-à-dire vous souffrez, puis après vous dites mais pourquoi mon Dieu? Mais ça vous le dites que après avoir été sauvé quand même un tout petit peu. Hein. Enfin pas, quand vous êtes vraiment en train de mourir de faim, j'imagine. Hein. On se demande même pas pourquoi. Mais donc, il y a un problème métaphysique du mal. Et ça il dit c'est un faux problème et il vous explique pourquoi. Par contre la souffrance est une terrible réalité. Et voilà, il faut dire les deux à la fois. Mais j'ai mis très longtemps à affronter cette question. Et en effet, que chez Bergson, il y a une pensée du mal réelle, mais insuffisante. Je ne dirais pas que je peux penser tout le problème du mal uniquement en termes bergsoniens. C'est le point où peut-être je le quitte. Même Jankélévitch, d'ailleurs, le fait. On a longtemps dit de Jankélévitch que c'était Bergson plus zéro. C'est ce que Jean Val disait de lui. C'est pas très gentil. C'est très méchant. D'accord, oui. Mais ce que Jean Val voulait dire, c'est que Jankélévitch prenait tous les problèmes de Bergson par le négatif. Le temps chez lui devenait le négatif, l'irréversible, l'inéluctable, aussi le crime imprescriptible, etc. Donc le temps, tout à coup, qui était créateur, devient un mur. Et c'est l'instant de la décision, etc. Et voilà, moi je m'inscris un peu dans cette tradition de réintroduire du négatif, mais la vraie absente de la pensée de Bergson, c'est la mort. Absente ? Presque. Donc, vous reconnaissez là qu'il y a que pour penser des choses horribles et tristes qui sont malheureusement le lot de nos existences, il faut sortir de Bergson. Oui. D'accord. Mais comme il dit des Grecs, on peut bien dépasser les Grecs, parce qu'il a écrit dans l'Évolution créatrice une phrase très cavalière sur la pensée grecque. Et il y a le directeur de l'école normale de l'époque, Émile Borel, qui était mathématicien, qui lui a écrit une lettre très violente là-dessus. Et il a dit, mais enfin, je voulais dire qu'on ne peut sortir des Grecs qu'en les ayant traversés, justement parce que toute la pensée humaine, ils ont compris l'essence de la pensée humaine. Ils l'ont étudiée d'un coup à fond. Donc on ne peut pas sortir des Grecs comme ça. Il faut les maîtriser intégralement. Bah de même, on peut et sortir vous sortez de Bergson après l'avoir maîtrisé peut-être, mais assez largement. Je maintiens que pour accéder au problème du vivant aujourd'hui, il fait partie des grandes portes d'entrée. Mais pas le seul. On peut lui reprocher des choses, mais pas ce qu'on lui reproche souvent, et qui permet d'éviter ses questions, d'éviter ses refus, d'éviter à quoi il nous permet d'échapper. Donc oui, moi j'ai une gratitude et une dette, et en même temps, effectivement, toute proportion gardée, très humblement, et sans me mettre à côté même de ceux qui ont fait la même chose. Hein, oui. Maintenant, je suis capable de dire ce qui lui manque de mon point de vue. Je voudrais que vous prépariez vos questions. Parce on n'a pas beaucoup parlé de l'énergie, je m'attendais. Mais mais ça, justement, je voulais juste vous dire quand même, là, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas parlé de l'énergie. Non, je ne suis pas d'accord. Puis la question de l'énergie morale est, je crois, centrale pour vous, et ça me paraissait important. Mais je voudrais que vous prépariez vos questions et que vous fassiez signe à ceux qui ont des micros, pour qu'il n'y ait pas cette espèce de blanc un peu terrorisant au moment des questions. Et pendant que vous faites ça, je voudrais justement maintenant vous demander si lorsque vous envisagez ce thème de l'énergie ce soir, pour la nuit, une nuit de l'énergie à l'École normale supérieure, vous avez aujourd'hui une réflexion sur l'énergie qui est non seulement il y a de l'énergie qui vient de la vie, ça c'est bergsonien, mais il y a une énergie de mort, si je puis dire. Il y a une énergie qui suce la vie comme un vampire. Il y a une énergie humaine qui est destructrice de la vie elle-même. Est-ce que là, dans la manière dont vous pensez ces questions aujourd'hui, oui, vous êtes au-delà de Bergson, et cette tonalité, vous l'avez voulu pour cette nuit de l'énergie ici, dans une époque où l'énergie est devenue à la fois le mal, le problème, nous en consommons trop, enfin l'énergie mange nos vies, et malgré tout c'est une énergie vitale et morale qui nous fera sortir de ce problème. Est-ce que c'est cette dialectique qui était à l'origine de votre choix, de l'état d'esprit de cette nuit de l'énergie ici ce soir ?
Ben, en tout cas, la polarité des usages de l'énergie, oui. Le fait que l'énergie, en effet, peut être en elle-même double, c'est-à-dire encore une fois dissipation d'un côté et création de l'autre, que cette dualité peut être aggravée par les usages humains, qui ont besoin d'énergie pour éviter la dissipation, mais qui du coup détruisent aussi le monde. Et que d'un autre côté, on doit pouvoir aussi penser l'énergie de manière positive, mais à condition vraiment d'affronter l'ambivalence de l'énergie, y compris des sciences et des techniques appliquées à l'énergie. Du coup, si on revient un instant sur Bergson, il y a dans son dernier livre des choses très profondes à cet égard, parce que paradoxalement, en fait, pour lui, le mal, c'est un peu comme chez Jean Kelevitch, là aussi, le mal, c'est céder à la facilité. C'est facile d'être méchant. Les méchants peuvent être très malins, faire des tas d'efforts, mais ils cèdent à la pente naturelle de l'humanité. Et paradoxalement, la plus grande énergie humaine, c'est dans la création, et pas n'importe laquelle. Créer, c'est créer quelque chose qui dépasse la tendance humaine vers la mort. Donc c'est toujours moral, au fond, le plus grand geste créateur. Mais c'est vrai que même pour dépenser de l'énergie pour survivre, et pour la rivalité sociale, on consomme des tonnes d'énergie. Bergson a vu dans les années 30, dans son dernier livre, il décrit la façon dont les humains vont chercher la houille blanche accumulée depuis des millénaires dans les sous-sols de l'humanité pour aller chercher des épices. Et là, il y a une critique du colonialisme, d'ailleurs, très implicite mais réelle. Et donc les humains sont prêts à détruire la planète. Et il dit c'est une frénésie à laquelle s'opposera un jour une frénésie inverse qui sera la frénésie de la frugalité. Les humains vont aller dans l'autre sens. Et peut-être qu'on est au seuil de cette deuxième frénésie. Il dit c'est la loi de la double folie humaine, en quelque sorte, la double frénésie. Donc oui, il y a une ambivalence du rapport à l'énergie. Il faut absolument lutter non seulement contre la déperdition, mais contre les moyens fous, contre-productifs de lutter contre la déperdition, qui fait qu'on aggrave la déperdition. On produit une autre destruction. Et on lutte contre une destruction en détruisant tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour ça d'ailleurs que les humains résistent à certains aspects de l'écologie. On en parlait tout à l'heure avec Laurence Tubiana et puis Valérie Masson-Delmotte et Lydéric Bocquet. Pourquoi est-ce que les humains résistent à l'écologie? C'est parce qu'ils ne veulent pas mourir en fait. C'est pour des raisons vitales, c'est pour ça. Voilà. La vie est double. Et on ne détruit pas la planète pour détruire la planète. On détruit la planète pour ne pas mourir. Pour vivre d'une certaine façon. Voilà. Et on fait des contresens. Et donc il faut effectivement que qu'on réfléchisse au problème de réconcilier toutes les énergies positives contre toutes les énergies négatives. Et ne pas lutter contre la mort en introduisant une autre cause de mort. Et par exemple, ne pas lutter contre sa mort en tuant les autres. Ce qui suppose en effet de la justice, pour moi de la démocratie plus que de la mystique, mais d'ailleurs à défaut de mystique, Bergson voyait la démocratie, moi c'est le contraire. La mystique est un substitut de la démocratie. Si on compte que sur certains grands êtres merveilleux, c'est bien, ils existent, hein, heureusement, mais voilà, moi je crois beaucoup aux institutions qui nous permettent justement de concilier la lutte contre toutes les négativités. Et donc oui, je pense qu'une réflexion sur l'énergie est capitale aujourd'hui, précisément parce que l'énergie, c'est pas juste de la quantité neutre de mouvement. Soit ça va vers le pire, soit ça va vers le meilleur. Le pire étant paradoxalement ce qui ne demande pas d'effort. Hein. Si on se laisse aller, on meurt. Qu'est-ce qui est le plus important? Chez Freud, c'est pareil. Hein, chez Freud, c'est pareil aussi. Oui. La mort, c'est... Ah bah oui, il faut quand même que les pulsions de vie... Enfin, c'est Eros Thanatos, mais il laisse une incertitude autour de qui va gagner. Mais peut-être qu'elle est là aussi, chez le dernier Bergson, l'incertitude, surtout vu ce qu'il voit à la fin de sa vie. Mais on est sorti de Bergson, là, on est avec vous. Sortant de Bergson. Un petit peu. Et donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce qui se passe cette nuit, si j'ose dire, ou ce soir à l'école, sur un thème comme celui-là? Est-ce qu'il y a un enjeu théorique que vous voulez faire ressortir autour de la notion d'énergie? Et puis, est-ce qu'il y a un enjeu plus large qui concerne l'institution, l'école normale supérieure, le fait de penser tous ensemble, qui est une forme d'énergie aussi? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette nuit de l'énergie de l'école normale supérieure? C'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire... moi, dans mon diagnostic personnel, individuel, subjectif, sans intérêt sur l'énergie, il y a quand même l'idée qu'il faut construire des cadres où on peut collectivement lutter contre ces forces négatives qui, en plus, se présentent forcément sous l'aspect positif de la survie
Et pour cela, on a besoin en effet de tous les savoirs. Donc oui, je pense que c'est cohérent de relier un diagnostic personnel et un effort collectif. Et philosophiquement, par les institutions. Ben ça, c'est philosophique pour moi, en fait. C'est une philosophie de l'institution. Exactement. Donc c'est bien de. Je pense que toutes vos vies sont quand même un peu rassemblées, si je puis dire. Un peu cohérentes, tant bien que mal. Mais je pense qu'en effet, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'engager, puisqu'on en parlait tout à l'heure, s'engager, c'est aussi s'engager dans des institutions. C'est le seul point qui n'était pas apparu d'ailleurs dans la discussion très belle, hein, il me semble, qui a ouvert la nuit. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui s'engager. S'engager, c'était dans la morale de l'engagement sartrien, qui lui a été beaucoup critiqué par certains égards, mais c'était s'engager individuellement. Faire le choix de la liberté, c'est important, hein. Mais aujourd'hui, on a besoin de s'engager dans des cadres collectifs parce que précisément, ils sont eux-mêmes fragilisés. Et donc oui, je pense que c'est sur le sentiment d'une fragilité, y compris non seulement du monde, mais du savoir et des institutions, qu'on réalise, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, on ne s'aperçoit du mal que parce qu'il nous révèle un bien fragile, un bien auquel on tient. Et peut-être que moi, il y a 30 ans, quand j'enseignais ici, peut-être que je me rendais pas compte que c'était une institution aussi importante, aussi fragile par certains côtés, imparfaite, mais qui peut préserver un certain cadre pour concilier les soucis des uns et des autres, et leur force aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette école. Mais je ne l'idéalise pas pour autant. Il faut vraiment qu'on construise collectivement un modèle pour que ça serve à quelque chose face à toutes les crises du moment. C'est un paradoxe inouï. D'un côté, il y a des choses qui s'effondrent. D'un autre côté, ici, on voit des tas de projets créateurs. Donc, comment faire pour préserver les uns, mais aussi qu'ils nous aident à lutter contre les autres, montrer aussi au monde que ces endroits sont nécessaires. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je vois. Je veux bien que vous leviez les mains juste pour qu'on puisse... Oui, il y a plein de questions, c'est très très bien. Nous vous écoutons. Ah. 2 questions d'histoire des idées. Tu as dit que lorsque tu préparais l'agrégation... Ça va là ? Lorsque tu préparais l'agrégation, personne n'était marginalisé, personne n'en parlait. Alors la première question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles il était ainsi méprisé ? Et deuxième question asymétrique, c'est aujourd'hui... Il n'y a pas que toi, il y a beaucoup d'auteurs comme Souleymane Bachir Diagne avec son personne postcoloniale, des jeunes auteurs aussi comme Nadia Yala Kousikidi qui font sinon un retour à Bergson, mais au moins on recourt à Bergson. Et pourquoi aujourd'hui c'est si précieux d'avoir recours à Bergson ? Alors, il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est que j'ai une hypothèse en histoire de la philosophie qui essaye de comprendre que les moments, comme je disais à ce moment-là, justement, sont définis, les époques de l'histoire de la philosophie sont définies par des problèmes dominants. Et c'est vrai qu'en dehors de ces aventures personnelles, historiques, du fait que Bergson a été légitimement critiqué pour ses engagements dans la Première Guerre mondiale, qu'ensuite, donc il y a eu des critiques politiques, il y a eu aussi des problèmes philosophiques qui ont masqué ceux de Bergson. Et donc le retour de la question du vivant a inévitablement ramené Bergson. Encore fallait-il ne pas y voir simplement une sorte de philosophie périmée, etc. Et revenir sur une histoire. Ce qu'a fait Bachir, Souleymane Bachir Diagne, c'est qu'il revient à Bergson parce qu'il est revenu à Senghor et à des usages inattendus de Bergson dans d'autres parties du monde. Ce qui d'ailleurs est l'objet aujourd'hui d'un programme magnifique qui s'appelle The Global Bergsonism, qui est un projet sur les lectures extra-européennes de Bergson. On s'aperçoit qu'au Japon, ils ont lu Bergson beaucoup plus fortement qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, Bergson, c'était le philosophe officiel, insupportable de la Troisième République. Voilà, Sartre voulait se libérer de Bergson. Il avait sûrement d'ailleurs bien raison quand il l'a dit. Et par contre, au Japon, non. Au Japon, Bergson a... Et pour Bachir, en Afrique, c'est pareil. Donc oui, il y a aujourd'hui un retour sur les questions du vivant. Il y a une ouverture, au fond. Bergson a permis dans de multiples parties du monde de concilier le rapport à la philosophie occidentale et une certaine critique interne de certains modèles clos, justement, sans y renoncer. Enfin, c'est pas non plus binaire. Et c'est vrai que oui, il y a un retour très diversifié à Bergson aujourd'hui. Moi, j'y ai beaucoup participé, bien sûr.
grâce à l'université, jamais tout seul. Et c'est vrai qu'il y a là Kissou Kidi, dont j'ai dirigé la thèse, elle a rencontré Bachir à son jury de thèse, elle est partie ensuite vers la philosophie africaine. D'ailleurs, elle ne travaille plus du tout sur Bergson. mais mais c'est quand même... c'est historique, ce serait intéressant de comprendre pourquoi. Et je pense que c'est à cause, vraiment fondamentalement, de la question du vivant aujourd'hui. D'autres questions? Bon. Moi, en fait, c'était une question aussi à propos, juste pour revenir, vous avez parlé du fait qu'il fallait réconcilier donc, les énergies positives contre les énergies négatives. Exactement. Notamment par la démocratie et la mystique. Sauf que, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'aujourd'hui, notamment, ces deux choses, donc la démocratie et la mystique, sont créateurs de discorde? Vous avez cité notamment la philosophie de l'institution, de s'engager, qui était très important avec l'engagement sartrien. Mais il y a beaucoup d'autres penseurs, et vous avez justement nuancé juste après, des penseurs qui critiquaient cette vision en disant que c'était créateur de discorde, notamment. Et est-ce que vous pensez que cet engagement sartrien, qui est quand même fondé un petit peu sur l'opposition, c'est pas quelque chose qui peut ruiner ou diminuer justement l'énergie? Merci. Alors, il faut des critères, hein. La mystique n'est positive que si elle est ouverte et morale. Si on appelle mystique n'importe quelle prétention à être mystique et à sauver le monde ou à lutter contre le mal, on a besoin d'un critère. Et ce critère, il reste quand même du côté de l'universel chez Bergson. Le mystique, c'est l'ouverture, c'est-à-dire quelque chose qui vise positivement tous les vivants, même plus que les humains. Ce qui veut dire qu'il y a des fausses mystiques, il y a des faux mystiques, mais on a un critère très simple. Le mystique qui désire la guerre est forcément du côté du mensonge. De même, la démocratie, elle doit être du côté de la paix et elle doit être du côté de l'ouvert. Mais effectivement, pour moi, la raison pour laquelle on a besoin pas seulement du mystique, mais de la démocratie, c'est que la démocratie construit la paix sur le fait d'assumer le désaccord. Donc moi, j'ai pas du tout peur du désaccord tant qu'il est dans un cadre commun et qu'il vise à éviter justement la guerre. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'on soit pas d'accord, le fait que chacun ait sa position, mais qu'on puisse construire des cadres communs, c'est un critère essentiel pour moi, et même, je pense, peut-être même plus important que la mystique, en fait. Parce que, précisément, la discorde ne peut pas être entièrement éliminée. L'idée qu'on puisse entièrement dépasser le mal et le désaccord et la critique et la finitude, non, voilà, c'est là que je rejoins plutôt des dialectiques négatives. Oui, non, moi, je ne pense pas qu'on puisse éliminer le négatif. Je pense qu'on peut le contenir, au sens aussi de le maintenir dans certaines limites. On le contient parce qu'on le contient. Comme il est en nous, il faut le contenir. Comme il est intérieur, il faut y résister tout le temps. Donc voilà, l'espoir mystique, c'est qu'on puisse le dépasser définitivement. La modestie démocratique, c'est qu'on puisse le contenir constamment. D'autres questions encore? Ce qui m'intéresse, c'est plutôt sur la partie du vivant et notamment de l'écologie, où j'étais pas là tout à l'heure à l'ouverture, mais dans cet élan dont vous parlez, que je comprends que Bergson mentionne, qui finalement est un peu ce qui définirait un peu la vie, c'est-à-dire ce qui a fait sortir de la soupe originelle, ce qui nous fait avancer tous les jours, ce qui fait que j'ai beaucoup aimé l'image du bébé, là, effectivement, on cherche de l'énergie, et parce que finalement cet appétit pour l'énergie, cette nécessité, mais est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence? C'est-à-dire que finalement, c'est quoi qui fait qu'on ait besoin de cette énergie qui nous pousse dehors à pas être mécanique, minérale, et finalement on a l'impression qui fait qu'on oublie de prendre soin de l'écologie, parce que comme vous disiez tout à l'heure, finalement ça serait renoncer à cette énergie que de prendre soin de cet environnement. Merci beaucoup. Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une demande d'énergie simplement pour ne pas mourir, encore une fois, vitale, certes, mais d'abord quand même négative. C'est-à-dire, c'est vrai que ce sera d'abord, ça se traduit par la faim, la soif, le froid. Hein. Nos corps sont des thermostats. Hein.
On en a, je sais pas il y a une conférence sur le corps, je crois, dans cette nuit. C'est très important. D'ailleurs, moi, je prends très au sérieux les 2 degrés de la COP 21. Parce que la manière, et même l'hypothèse Gaïa, là, dont certains se critiquent aujourd'hui, moi je pense que c'est très vrai. Si vous voulez expliquer à quelqu'un les 2 degrés, dites-lui juste la différence de 37 et 39 de fièvre. Et en fait, les climato-sceptiques les plus sceptiques, si vous leur dites, mais vous, 2 degrés de plus, ça ne vous change rien, et 39 à 41, vous pensez que ça va aller? Donc ils comprennent très très bien, en fait, les 2 degrés. Parce que nos corps sont des thermostats énergétiques. Il y a vraiment cet équilibre homéostatique, on dit, d'un corps. La chaleur, c'est la température, c'est quelque chose de très très intime dans nos corps vivants, mais c'est pour éviter la mort. Et la thèse que je reprends partiellement à Bergson, c'est qu'il y a autre chose. C'est qu'effectivement, notre but dans la vie, c'est aussi d'exprimer notre énergie individuelle comme sujet. C'est pas seulement de ne pas mourir. Et c'est vrai que c'est une forme de luxe. Il faut d'abord ne pas mourir. Mais si en plus vous ne mourrez pas, alors vous pouvez vous exprimer. Et on a, nous, une puissance d'expression. Rousseau appelle ça aussi l'expansivité des êtres vivants. Et donc, c'est vrai que notre énergie ne se réduit pas à ne pas mourir. Elle a aussi une force d'expansion, d'expression, un désir de partage que Bergson va expliquer par une dualité dans la vie en général, que moi j'expliquerai plutôt par l'individuation dans le vivant, par une irréductibilité de la subjectivité, ça c'est sûr. Alors après, est-ce que la subjectivité doit devenir spiritualité? C'est là que je vais moins loin que Bergson, mais je ne pense pas qu'on puisse éliminer la subjectivité. Parce que le vivant est individuel, parce que, effectivement, voilà. Et donc c'est vrai que nous voyons de l'énergie chez Mozart, parce qu'il est un génie créateur, et nous avons bien raison. Mais il y a la créativité ordinaire que les psychanalystes voient dans le jeu des enfants, qui fait que voilà, un enfant qui va bien, il joue, il crée, il ne se contente pas de pleurer pour telle ou telle souffrance. Donc il faut s'amuser. Il n'y a pas de milieu. Pour moi, la vie n'est jamais neutre. Soit vous avez un besoin, soit vous avez un plaisir. Encore peut-être un tout petit peu des questions. Peut-être, on vous prie de nous excuser d'avance. Tout le monde peut-être ne pourra pas poser de questions, mais essayons d'en prendre encore une ou deux. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous pouvez expliquer un peu la vision métaphysique chez Bergson sur la causalité. Car vous avez identifié la liberté avec l'effort que, bien sûr, Bergson a trouvé chez Mandelbrot, mais aussi il se rattache au problème général et métaphysique de la causalité, et je pense qu'il dépasse Mandelbrot sur ce sujet dans l'évolution créatrice. Alors, je voudrais savoir si vous pouvez parle métaphysiquement de la question des liens entre la création et l'énergie chez Bergson. Pas psychologiquement, mais la grande... oui, pardon pour ma français. Non, merci. Ce sera quand même psychologique parce que pour lui, on peut retrouver dans l'évolution de la vie sur la planète Terre quelque chose d'analogue à notre conscience individuelle. Mais il faut le prouver. Donc il faut prouver que la causalité extérieure, qui existe aussi, le hasard, la nécessité, la sélection naturelle, ne suffit pas à expliquer l'évolution des vivants. Et donc il va postuler en effet un effort psychologique présent dans l'élan vital qui relie tous les vivants sur cette planète, comparable à notre effort individuel quand nous cherchons à faire un mouvement difficile, un geste créateur, un sport, une danse, quelque chose comme ça. C'est très contestable, mais c'est vrai que c'est très radical. Donc c'est vrai que oui, il réintroduit quelque chose comme une cause intérieure à la vie et pas seulement comme des causalités extérieures. L'erreur, ce serait de vouloir croire qu'il concurrencera les biologistes sur ce terrain. Il dit que les biologistes n'ont pas besoin de cette hypothèse. Par contre, en effet, la métaphysique ou simplement la compréhension de la transformation des vivants, pour lui, a besoin de cette hypothèse. Moi, je pense qu'en fait, simplement la reconnaissance que les vivants sont des acteurs de leur vie, les vivants individuels, y compris pris dans des espèces, il y a
Mais je crois que ça suffit sans postuler l'élan vital. Moi, personnellement, je pense qu'il va vers un vitalisme trop métaphysique pour moi, mais l'idée qu'en tout cas, il y a une irréductibilité de la subjectivité dans le vivant me paraît, par contre, vraiment irréfutable, en fait. Si un vivant ne meurt pas, c'est pas juste parce qu'il y a des bonnes conditions extérieures. Encore faut-il qu'il ait la force intérieure de résister au négatif. Ce qui fait d'ailleurs que la dépression, le suicide chez des vivants humains nous montre, et c'est ce que Freud a dit, il y a une tendance chez le vivant à laquelle lui-même doit résister de l'intérieur, une tendance vers la mort, une facilité. La vie demande un effort. Voilà, la vie est fatigante. Donc si on résiste à la fatigue de vivre, comme dit le recueil de Pavese, le grand poète italien, si on résiste à la fatigue de vivre, c'est parce qu'il y a un acte dans le vivant. Cet effort, moi, j'y vois pas du tout comme Lamarck ou Bergson, une explication de l'évolution de la vie. Je laisse les biologistes faire leur travail. Mais certains biologistes, sous la forme des psychologues de l'amour, par exemple, nous montrent qu'effectivement, il faut nourrir cette force des vivants, et en particulier par l'amour. Si les vivants s'entre-soutiennent mutuellement, s'il y a quand même non seulement la reproduction, mais la protection des générations futures, et que chez les vivants complexes, ça prend la forme de l'amour individuel, c'est pour une bonne raison. On me fait signe que nous avons épuisé notre temps, mais enfin, Frédéric Worms ne va pas disparaître. Il sera là et je pense qu'il recueillera d'autres questions ce soir, même si ce n'est pas sur scène. Merci à tous d'avoir été présents et merci Frédéric Worms pour vos mais je reviens réponses. au tutoiement. Parce que, D'accord, quand même, si tu veux. Merci à toi. Merci. Et à vous.